Bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre et merci d'être ici. Assurez-vous d'être abonné à World Affairs in Context sur Substack ou Patreon pour accéder à du contenu exclusif supplémentaire. Suivez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour vous connecter. Cela ne prend qu'une minute, voire moins, pour vous abonner, et j'aimerais beaucoup vous y retrouver. La première faillite bancaire américaine de 2026 est désormais officielle. Et même s'il est peut-être trop tôt pour y voir un choc systémique, c'est tout de même un signal très important qu'il faut surveiller de près. Vendredi, les régulateurs de l'Illinois ont fermé la Metropolitan Capital Bank and Trust, basée dans le quartier de River North à Chicago. La Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, est intervenue immédiatement. Il s'agit de la première faillite bancaire aux États-Unis cette année et de la deuxième à Chicago en seulement 2 ans. Si cela vous semble familier, c'est parce que le processus a suivi un schéma bien rodé depuis 2008. Metropolitan Capital ne s'est pas effondré dans le chaos. Nous n'en avons d'ailleurs presque pas entendu parler. Les clients n'ont pas perdu l'accès à leur argent et il n'y a pas eu de panique ni de ruée sur les dépôts. À la place, la FDIC a conclu un accord de rachat et de reprise avec la First Independence Bank, basée à Detroit, qui rouvrira l'établissement en faillite comme l'une de ses propres agences. C'était donc rapide, simple et très très discret. Du point de vue du client, la transition est conçue pour être presque invisible, et c'est voulu ainsi pour une raison précise. Tous les dépôts ont été repris, les comptes restent accessibles et les remboursements de prêts continuent comme d'habitude. Les régulateurs de l'Illinois ont été très clairs. Aucun déposant ne perdra d'argent à la suite de cette fermeture. Alors certaines personnes peuvent se demander, eh bien, pourquoi est-ce que cela a de l'importance? Qu'est-ce qui a changé? Cela compte parce que derrière cette surface calme et trompeuse se cache un rappel de la fragilité persistante de certaines parties du système bancaire américain, en particulier celle des petites institutions qui fonctionnent avec des marges plus étroites et des conditions de financement plus instables. Et en tant qu'ancien auditeur ayant examiné de très nombreuses banques, je considère cela comme un signe d'alerte. Au moment de la divulgation, Metropolitan Capital Bank and Trust détenait environ 261 millions de dollars d'actifs et quelques 212 millions de dollars de dépôts. C'était donc une petite banque, aucun doute là-dessus. Les régulateurs ont invoqué des conditions jugées dangereuses et une situation de capital affaiblie comme raison de sa fermeture. Ce langage est très délibéré. Il est extrêmement prudent et très sérieux. Cela signifie que la santé financière de la banque s'était détériorée au point que les régulateurs ne croyaient plus qu'elle puisse fonctionner en toute sécurité sans mettre en péril les fonds des déposants. La FDIC estime délicately $19 millions à son fonds d'assurance des dépôts. Ce n'est pas catastrophique pour le système, loin de là, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus une somme négligeable. C'est ainsi que tout commence, très lentement, très discrètement, puis tout à coup, on commence à parler de risques systémiques. Chaque faillite bancaire puise dans un fonds qui existe, en fin de compte, pour préserver la confiance dans l'ensemble du secteur bancaire. C'est ainsi que cela fonctionne. Ce qu'il faut noter ici, c'est que Metropolitan Capital n'était pas une institution toute récente. Elle a en réalité ouvert ses portes en 2005. Elle a existé pendant 2 décennies et a étendu sa clientèle à travers 46 États américains et 10 pays. En plus de son bureau de Chicago, elle maintenait une présence à New York. Elle apparaissait comme un acteur de petite taille mais très ambitieux. Mais en réalité, la taille peut devenir un désavantage lorsque les conditions économiques se resserrent. Autrement dit, lorsqu'elles se dégradent. Et c'est là que le contexte plus large entre en jeu.
La hausse des taux d'intérêt au cours des dernières années a transformé le risque bancaire de manière subtile aux États-Unis. Des taux plus élevés peuvent certes améliorer les marges sur les nouveaux prêts, mais ils réduisent aussi la valeur des actifs existants, en particulier des titres à plus longue échéance. Parallèlement, la concurrence pour les dépôts s'est intensifiée, ce qui augmente les coûts de financement. Ainsi, pour les petites banques dépourvues de sources de revenus diversifiées ou de solides coussins de capital, la combinaison que je viens d'évoquer peut en réalité miner leur stabilité. Et il semble que dans ce cas précis, ce fut effectivement le cas, jusqu'au point de non-retour. Cette érosion ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Cela s'accumule avec le temps. Les ratios de capital s'affaiblissent, la liquidité devient plus sensible et les régulateurs commencent à poser des questions plus difficiles. Finalement, la conclusion est tirée que l'institution ne peut plus poursuivre ses activités en toute sécurité, qu'elle n'est plus une entreprise viable. C'est pourquoi l'expression « conditions dangereuses et malsaines » ne doit pas être écartée comme sans importance ou comme une terminologie ennuyeuse dont personne ne se soucie vraiment. Elle a en réalité une signification. C'est la manière dont le système de régulation indique que les chiffres ne tiennent plus. Et nous pouvons être certains que cette banque n'est pas la seule aux États-Unis. Il y en aura une autre. Chicago en particulier a une histoire longue et très complexe avec les faillites bancaires. Metropolitan Capital est loin d'être une exception. Depuis l'an 2000, 71 banques de l'Illinois ont fait faillite, dont 22 rien qu'à Chicago. Certaines étaient petites, d'autres beaucoup moins. L'exemple le plus célèbre reste l'effondrement, en 2017, de la Washington Federal Bank for Savings, lié à un détournement de fonds de 140 millions de dollars à Bridgeport, qui a entraîné plus d'une douzaine d'inculpations fédérales et une peine de prison pour un responsable en exercice de la ville de Chicago. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. C'était une affaire comparée à cela, la faillite de Metropolitan Capital est ordonnée, presque ennuyeuse. Mais bien sûr, du point de vue de la stabilité financière, c'est précisément le but. C'est conçu pour être ainsi. C'est ainsi que le public est censé la percevoir. Ce n'est donc pas pour semer la panique. Personne ne veut d'une ruée bancaire, après tout, n'est-ce pas? Il est également notable que seules 2 banques américaines ont fait faillite à l'échelle nationale l'année dernière. On pourrait penser que c'est un bon signe, mais cela nous révèle quelque chose de très important. Ce n'est pas un moment de crise bancaire. C'est un test de résistance au ralenti. C'est ce qui se passe. Les institutions fragiles sont résolues individuellement dans des conditions contrôlées plutôt que de s'effondrer en masse. Cela dit, les faillites ont une portée symbolique et elles peuvent être le signe d'une crise plus profonde. Elles ont tendance à recentrer l'attention, bien sûr. Les investisseurs, les régulateurs et les déposants commencent tous à se poser les mêmes questions. S'agit-il d'un cas isolé ou du début d'une tendance? La FDIC a agi très rapidement. Il est prêt. La banque acquéreuse, First Independence Bank, est décrite par les régulateurs comme bien positionnée pour poursuivre les services essentiels. Le bureau de la banque en faillite rouvrira sous une nouvelle direction pendant les heures normales d'ouverture. Il n'y a aucune interruption d'accès aux fonds, aucune mesure d'urgence, aucune garantie extraordinaire. Mais le message sous-jacent à ce calme est très clair. Les petites banques demeurent extrêmement vulnérables dans un environnement marqué par des taux plus élevés, une liquidité plus restreinte, une croissance plus lente et beaucoup d'imprévisibilité et de volatilité. Le système peut peut-être absorber certaines de ces défaillances, mais il ne peut certainement pas les ignorer et il ne peut certainement pas absorber un risque systémique. En 2026, la première banque américaine a déjà fait faillite. C'était une transition très contrôlée, très encadrée,
Et cela, à bien des égards, nous en dit plus sur l'état actuel de la finance américaine que n'importe quel gros titre dramatique ne pourrait le faire. Dites-moi ce que vous pensez de la crise bancaire, du secteur aux États-Unis. Êtes-vous inquiet? Vous sentez-vous plutôt à l'aise? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie que vous ayez passé ce moment avec moi. Assurez-vous de vous abonner, d'aimer et de partager mon travail si vous le trouvez intéressant. Et je remercie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci beaucoup pour votre soutien. J'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.